Alors, bon matin. Merci beaucoup. Merci au comité organisateur pour l'invitation. Je vous demande d'être indulgente pour ma voix rauque ce matin. C'est sans doute la dysphonie reliée aux stéroïdes inhalés que je prends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va s'efforcer que ça sorte bien. Voilà. Donc, merci encore aux organisateurs. Je suis impressionnant à chaque fois, chaque année, par la qualité du congrès, des conférenciers. Puis, c'est un grand plaisir que ça nous fait plaisir de participer. Pour la bonne raison que l'intervention auprès des patients, ça commence par vous, les éducateurs, sur le terrain. Et au Québec, comme je disais tantôt, on est chef de file vraiment dans l'éducation grâce à vous. Et donc, de façon très modeste, on m'a demandé, moi, de discuter des nouveautés en santé respiratoire. Puis c'est toujours un défi de faire ça, qu'on sait que Louis-Philippe Boulet présente après nous. Divulgation des conflits d'intérêts. C'est un peu comme un mariage, ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des objections? Est-ce que je poursuive ma présentation? Alors, juste bon de mentionner que j'ai la chance, l'opportunité de participer à des essais cliniques qui nous placent dans une position, je dirais, privilégiée pour juger de l'efficacité ou de la pertinence là, des nouveaux produits. Je l'ai dit, donc revoir un peu les découvertes récentes du domaine de la recherche, faire un survol de ce que nous réserve l'avenir en santé respiratoire. C'est très ambitieux, c'est un gros mandat. Je ne pouvais pas m'empêcher, parce qu'on parle de nouveautés, d'actualité. On a tous été frappés lundi matin par une triste nouvelle, soit la qualité de l'air au niveau du globe terrestre, et l'UNICEF, en fait, rapportait dans le devoir, en fait, j'ai pris ça dans le devoir, qu'on dit que 300 millions d'enfants respirent de l'air toxique, 6 fois les normes acceptables de l'OMS. Ça contribue à la mortalité infantile annuellement d'environ 600 000 enfants, pneumonie, asthme. Donc, c'est très sérieux. On dit même que 2 milliards d'enfants là, vivent dans des endroits où ça excède les normes. Bien entendu, de la pollution qui provient des émissions de véhicules, de l'utilisation des carburants fossiles, de la poussière, de l'incinération des déchets. Donc, ça fait réfléchir parce qu'on parle aujourd'hui d'innovation, mais quand on regarde ça, on a plus le goût de parler de réparation de ce qu'on a causé. La semaine prochaine, ce n'est pas seulement les élections présidentielles américaines, mais c'est aussi la COP 22, la conférence des parties, la conférence donc de l'ONU sur les changements climatiques qui aura lieu à Marrakech. Et Louis-Philippe, tantôt, va nous entretenir de la santé respiratoire des athlètes. Et c'est sûr que de courir son 5 km avec le paysage qu'on a là, c'est pas très tentant. Et je rappelle que Stephen Guilbeault nous disait, dans le fond, il faut avant tout gérer les problèmes humains avant de penser à développer des nouveaux projets. Donc, moi, je vous parle d'innovation aujourd'hui, mais on a tous un rôle à jouer. Et on espère qu'il va y avoir des mesures draconiennes importantes qui vont être révélées la semaine prochaine et dans les autres COP. C'est la pause, c'est la pensée du matin pour faire réfléchir. Donc, comme je disais tantôt, j'étais anxieux de revoir ce sujet-là qui est assez vaste, mais j'étais très réassuré. Et quand j'ai vu le programme du congrès, vous allez alors ça m'a enlevé beaucoup d'anxiété de performance. Parce que toutes les nouveautés vont être traitées dans chacun des sujets qui sont là. Donc, des experts en MPOC, en cancer du poumon, en asthme, en apnée du sommeil, l'aide médicale à mourir, et même au programme cette année, les aspects psychologiques de la maladie, les nouveautés en fibrose kystique, en maladie interstitielle et fibrose pulmonaire idiopathique, et également en hypertension artérielle pulmonaire d'origine thromboembolique. Donc, moi, je peux m'arrêter ici. Dans le fond, je faisais le maître de cérémonie pour vous dire que les nouveautés vont être traitées par tous ces gens-là. Eh bien non. J'ai décidé, en fait, j'avais commencé à parler de ça il y a 4-5 ans quand j'avais eu la chance de venir présenter ici. Puis là, je pensais à vous, éducateurs, puis je me disais, dans le fond, ce qui est vraiment marqué en 2016, ce qui est vraiment nouveau, ce qui s'en vient, ce qui est déjà là, mais qu'il faut parler à voix haute, c'est le concept de la médecine personnalisée puis son rôle à jouer dans les maladies pulmonaires. Si vous allez sur Wikipédia, donc on va voir que la médecine dite personnalisée, ça implique l'utilisation des nouvelles méthodes d'analyse moléculaire pour essayer assurer une meilleure prise en charge de la maladie dont souffre un patient. Monsieur Leroy Hood, en fait, c'est un peu le père du séquençage. Il a inventé le séquenceur, lui, de l'ADN. C'est quand même pas rien. C'est quelqu'un un scientifique des plus brillants du 19 et du 20e siècle. Et il y a le concept de la médecine P4, donc une médecine fortement prédictive, personnalisée, préventive et participative. Donc vraiment, on met le focus sur le bien-être du patient et sa participation à sa maladie. Et même les Américains, avec Barack Obama, la loi 2010, a également défini ce que c'est la médecine personnalisée. Donc, ceci étant dit, en fait, c'est assez simple. C'est pas ma définition, mais une définition facile, c'est d'avoir le bon médicament
à la bonne personne au bon moment et en se guidant, si possible, s'il y a existence de biomarqueurs qui nous permettraient d'identifier quelle médication attribuer au patient qui fait face à nous. En fait, c'est vraiment une définition encore plus simple. C'est comme la différence, en fait, la médecine personnalisée, c'est comme un jeans unisexe d'un côté, puis un habit fait sur mesure de l'autre côté. Alors évidemment, la médecine personnalisée, c'est pas pour tout le monde. En fait, ça devrait être pour tout le monde, mais les thérapies coûteuses, biologiques, comme on verra tantôt, c'est pas pour tout le monde. Il faut identifier. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un tailleur fait sur mesure. Un bon jean, ça peut faire la job bien souvent. Alors, avant de parler de médecine personnalisée, en fait, je vous rappelle, en asthme, parce qu'on m'en parlait surtout en asthme, quand je parle de médecine personnalisée maintenant, bien, vous entendez quotidiennement, est-ce qu'il y a un asthme éosinophilique? Est-ce que c'est un patient, il y a un asthme sévère? Est-ce qu'il pourrait bénéficier d'un anti-IgE? Vous allez entendre parler de plus en plus des anti-interleukine 5. C'est rendu notre quotidien de vraiment bien phénotyper le patient, comme on le verra tantôt, pour trouver sa meilleure médication. Le guide de poche 2016, innovation, je vous le recommande fortement, très bien fait, très pratique, vraiment agréable. Ça se prend avec la moitié d'un café seulement. On a fait le tour, très informatif. Il est d'autant plus intéressant que notre collègue Louis-Philippe, en fait, est responsable de sa diffusion et de sa mise en œuvre. Je ne vais pas revoir toutes les nouveautés de ça. Juste vous rappeler qu'on réalise en 2016 que la maladie asthmatique est hétérogène. Donc, on ne dit pas l'asthme, mais comme j'ai appris moi-même de Louis-Philippe, on devrait dire les asthmes. Donc, on ne traite pas tous les patients de la même façon. On a différents phénotypes asthmatiques qui vont nous guider fortement dans la sélection du traitement. Alors, dans le guide 2016, en fait, on met à l'emphase que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique. Et vous le savez, éducateurs, que sur le terrain, les gens, on n'est pas encore comme l'hypertension ou le diabète, où les gens qui sont hypertendus prennent leur médication au quotidien. Ils n'ont jamais ce soupçon-là de dire « ma tension est bien contrôlée, je vais arrêter ma médication » parce qu'ils se doutent que l'hypertension va refaire surface. En asthme, notre quotidien, c'est que les gens pensent qu'ils sont asthmatiques juste quand ils ont des symptômes, puis tous souhaitent s'en débarrasser. C'est très difficile de leur faire comprendre que c'est une maladie chronique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la contrôler, par contre. Et le guide de traitement par étape, par stade, en ombragé jaune, parce que je n'ai pas de pointeur laser. En jaune, ça nous fait réfléchir que même les stades 1, qu'on traite seulement avec des bêta-2 agonistes, on a la gâchette assez facile maintenant pour considérer l'introduction d'un stéroïde inhalé. Donc, noir sur blanc, il est écrit dans le guide, en fait, qu'une faible dose de CSI est recommandée chez les patients qui pourraient même souffrir d'asthme plus de 2 fois par mois, de symptômes d'asthme plus de 2 fois par mois, réveil nocturne plus d'1 fois par mois, et certainement chez les gens qui sont à risque d'exacerbation, qui ont un petit peu de symptômes, mais qui ont eu une prednisone l'an dernier, consulte au cabinet sans rendez-vous, exacerbation au cours des 12 derniers mois, les gens qui ont une maladie avec un syndrome obstructif fixe, l'asthme vieilli, l'asthme remodelé, ou les gens qui ont des antécédents de séjour aux soins intensifs. Alors, on est plus agressif, on pense même laisser une dose à long terme pour traiter la composante inflammatoire qui est toujours présente. Ceci étant dit, je vous amène tout de suite dans l'ombragé jaune ici, qui fait référence à cette médecine personnalisée. Donc, il y a des gens, je vous dirais peut-être 5 à 10 à 15 % des asthmatiques souffrent d'un asthme sévère, avec lesquels on doit considérer un traitement biologique, des anticorps monoclonaux, une médecine plus personnalisée. Alors, on va en discuter plus en long aujourd'hui. Alors, j'aime bien rappeler c'est quoi un phénotype. On parle de phénotype, définition du dictionnaire, observable chez un individu ou dans une population qui résulte de l'interaction avec son génotype et notre environnement. Plus bel exemple de ça, en fait, qui dit phénotype, ça c'est ce qu'on voit. Mais un phénotype, ce qu'on rêve, c'est d'essayer de percevoir c'est quoi l'endotype. L'endotype, c'est les mécanismes, en fait, cellulaires, moléculaires, qui expliquent que l'asthme se présente de telle façon chez tel type de patient. Un asthme allergique, un asthme non allergique, un asthme chez la personne obèse, un asthme neutrophilique, etc. Donc, connaissant le phénotype, on aimerait bien avoir un marqueur qui nous permettrait de voir les mécanismes, l'endotype sous-jacent pour vraiment personnaliser le traitement. Ça, c'est des exemples de phénotypes. C'est vraiment d'actualité. Alors, on va voir quel phénotype préfèrent les Américains. C'est tellement chaud. Par contre, on aimerait vraiment
savoir quels sont leurs endotypes à ces gens-là. Qu'est-ce qui sous-tend? C'est quoi leur objectif, leur sincérité, leur honnêteté? Qu'est-ce qui les motive à aspirer à un tel poste? Donc, ça résume en fait le phénotype et l'endotype. Donc, on rêve dans l'asthme d'avoir des biomarqueurs, non seulement dans l'asthme, mais en fibrose, en MPOC, pour vraiment être capable de mieux connaître notre patient, pour mieux décider quel traitement on lui donne. Donc, ça peut être des tests d'allergie cutanée, la présence d'IgE dans le sang périphérique, certains marqueurs biologiques. Et ce qui est à la mode actuellement, c'est spectaculaire comment, dans derrière à nous, on revient à la prise de sang. Dans le fond, ce n'est pas un test très compliqué. Petite prise de sang, on regarde le pourcentage des eosinophiles. Alors, ça a un rôle à jouer dans l'asthme pour choisir ou non, dans les plus sévères, ces indications de traitement, entre autres, anti-interleukine 5, qui attaquent les eosinophilies sanguines, IgE, qu'on mesure également, qui va témoigner d'un asthme allergique, un asthme atopique. Encore une fois, il y a des traitements biologiques pour ça aussi. Alors, biomarqueurs, c'est un sujet chaud, effectivement. Dans un monde meilleur, on aimerait ça tous avoir une prise de sang qui va dire, ce patient-là, voici les mécanismes qui expliquent son asthme. Ça pourrait nous permettre de prédire, en fait, de l'évolution naturelle de la maladie, de la sévérité, puis de sélectionner le meilleur traitement. Ça, c'est vraiment... Alors, beaucoup de recherches se fait en biomarqueurs. Je ne vais pas les passer au complet, mais c'est un peu le réflexe qu'on a comme clinicien, les asthmologues à la clinique d'asthme. Alors, quand on fait face à un asthme sévère, on aime bien savoir est-ce que c'est un asthme allergique qui a commencé dans l'enfance ou plutôt un asthme non allergique qui a commencé chez l'adulte, un asthme induit par l'effort, est-ce que c'est un asthme chez une personne obèse, est-ce que c'est un asthme neutrophilique qui est rendu résistant aux corticostéroïdes inhalés. Pourquoi? Parce que pour chaque phénotype, on a une stratégie de traitement ciblée. Donc, je vous ai énuméré encore une fois les différents phénotypes qui sont associés, on le connaît beaucoup plus maintenant, à différents mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents qu'on appelle l'endotype. Ça fait toujours peur, ces diapos. Moi, c'est mon quotidien, mais il est rendu impératif que vous soyez sensibilisés à ça parce qu'on va vous parler de mépolizumab, de benralizumab, d'omalizumab, toutes les mAb. J'en parle tantôt, les anticorps monoclonaux. Donc, la science, et ça c'est très, je dirais, réassurant pour les étudiants en sciences de la santé quand on regarde nos livres de référence puis qu'on tombe dans un tableau d'interleukine, on se dit, ouf, c'est compliqué, puis il y en a de plus en plus. Mais en fait, avant ça, c'était juste théorique, mais maintenant, c'est rendu pratique. La génération que nous sommes, la génération de demain, va fonctionner beaucoup avec les biologiques qui vont nous en parler en oncologie. Le docteur va parler des nouveautés en oncologie, en fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, la médecine personnalisée, des anticorps monoclonaux, il y en a dans tous les domaines. En cancérologie, prend le domaine qui est le plus exemplaire. Et dans l'asthme, un prix Nobel serait sans doute attribuable à celui qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un devient évidemment allergique et pourquoi il y a une sensibilisation ou qu'il y a une différenciation qu'on appelle TH2. Vous voyez le TH2 qui est là? Ce sont des lymphocytes qui sont un peu le chef d'orchestre de la réponse asthmatique. Et dans l'asthme, on dit une réponse TH2. Donc, les lymphocytes se différencient et produisent des substances qu'on va appeler des cytokines TH2. Plus bel exemple, l'interleukine 4, 5, il y en a toute une liste. Et l'interleukine 5, pour donner un exemple, puis on va y revenir tantôt, c'est un peu la cytokine, le médiateur, le produit, qui attire les éosinophiles, qui les fait maturer, qui les active. Là, c'est une maladie éosinophilique. Donc, quelqu'un de brillant a pensé qu'en ciblant l'interleukine 5, on pourrait atténuer la réponse éosinophilique puis améliorer les patients. Vous savez tous que l'omalizumab, en fait, est avec nous depuis 2006, donc le Xolair, qui, lui, va cibler plus les IgE. Donc, dans la réponse allergique, il y a une production d'IgE spécifique contre les allergènes. Quelqu'un de brillant a dit, on va cibler l'IgE, puis on va abolir la réponse ou atténuer la réponse allergique. Les IgE, les complexes antigènes et IgE qui se fixent sur nos mastocytes, qui dégranulent et qui sont responsables du bronchospasme quand on flatte le minot auquel on est allergique. Et ces mastocytes-là dégranulent et vont attirer les cellules inflammatoires plusieurs heures plus tard, la réponse semi-retardée, qui explique pourquoi les asthmatiques se détériorent quelques heures, quelques jours, quelques semaines après un contact allergénique. Alors, boum, ça fait peur. Alors, ce n'est pas juste la théorie. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est les cibles actuellement qui existent, les anticorps monoclonaux pour cibler chacune des voies que je vous parlais tantôt. Ça arrive, c'est tout près, c'est rendu chez nous, au Québec, dans vos cliniques respectives. Alors, il y a des gens brillants, ça m'impressionne toujours. En 75, pas loin de 76, alors que moi j'étais adolescent puis j'écoutais les Jeux olympiques, je demeurais tout près du stade olympique, les Jeux olympiques de 76.
M. Kohler et Milstein ont fait une découverte majeure qui était à l'origine, en fait, de la fabrication des anticorps monoclonaux. En fait, eux, ils ont trouvé la technologie de l'hybridome. En fait, ils se sont dit, bien, les anticorps monoclonaux, ça vient des lymphocytes B, mais ces petites cellules-là, ils ne se multiplient pas. On va prendre une cellule cancéreuse qui pense juste à se répliquer. Donc, en bas à gauche, on la voit, la cellule de myélome, une cellule vraiment invasive, méchante et qui prolifère, dont le seul but dans la vie est de proliférer. Et on fusionne ça avec un splénocyte. C'est une cellule de la rate dont le but est juste de produire des anticorps. Donc, on fusionne les deux, ça fait un hybridome. On a une cellule maintenant qui est immortelle, qui produit des anticorps spécifiques, d'où la technologie de production des anticorps monoclonaux. Donc, chapeau. Ces gars-là, en fait, Kohler, lui, était biologiste, un biochimiste, Milstein, puis l'autre, un immunologiste, le travail d'équipe, encore une fois, prix Nobel en 1984 pour avoir découvert ça. Puis, oui, on soupçonnait, mais jamais aussi vite que les anticorps monoclonaux seraient utilisés comme dans les années 2000. Et juste pour résumer ça, en fait, les premiers, on injectait une petite souris et on isolait, en fait, avec la technologie des hybridomes, etc., des anticorps, mais qui provenaient des anticorps monoclonaux, mais qui étaient d'origine murine, de la souris. Alors, imaginez qu'on injecte ça à vous, des anticorps de souris, c'est sûr qu'il y avait des risques d'allergie, de maladies sériques, les gens devenaient malades. Il fallait donner genre 500 mg de Solumédrol avant l'injection pour éviter les réactions allergiques, parce qu'on réagissait, on formait des anticorps anti-souris. Donc, il y a eu l'humanisation des anticorps monoclonaux. Alors, encore des gens très brillants. M. Greg Winter a inventé la technique d'humanisation. Donc, pour faire en sorte que de plus en plus, l'anticorps monoclonal devient humanisé, moins de risques d'allergie. Et les premiers, en fait, murins, c'était utilisé en clinique en 1986 pour les rejets de greffe de transplantation rénale. Vous les connaissez, on entend ça chaque jour, le rituximab X, donc le suffixe XI, ça veut dire un chimère, donc déjà moins de risque d'allergie. Alors, à chaque jour, l'infliximab en arthrite rhumatoïde, le rituximab à toutes les sauces maintenant en médecine. Et en pneumologie, bien, on a tous les umab, l'omalizumab, le mépolizumab que je vais vous parler à l'instant. Donc, wow, belle diapo. C'est le Xolair, en fait. Donc, c'est un anticorps humanisé où on voit qu'il reste juste moins de 5 de la structure qui provient de la souris. Donc, ça explique pourquoi il y a rarement de choc anaphylaxique quand on met les gens au Xolair. Donc, un anticorps humanisé. Alors, il y en a pas mal. La liste est incomplète. On dit qu'en 2020, il va y en avoir 70 sur le marché. C'est juste comme ça, vite, vite. Là. Il y en a beaucoup. Mais c'est aussi une pression énorme sur les organismes payeurs. Donc, on joue un rôle, vous, nous, à choisir les bons patients pour prescrire ça. Parce que les actuaires, le ministère, on n'imprime pas l'argent. Donc, c'est sûr qu'on a des bonnes molécules qui améliorent la qualité de vie des gens, mais il y a un prix à payer. Donc, on doit être vigilant avant de prescrire les molécules pour identifier le sous-groupe de patients qui le méritent vraiment. Alors, en asthme, donc ça existe. Vous connaissez l'omalizumab. Vous entendez parler maintenant d'anti-interleukine 5, le mépolizumab, qui a été accepté en 2015, dont les premières prescriptions au Québec datent, je pense, de mars 2016. Donc, c'est déjà là. Moi, j'en ai déjà 4-5 sur mépolizumab. Bientôt, il va y avoir d'autres anti-IL-5, le 5R, le reslizumab, le benralizumab va arriver également. Donc, on a comme un menu maintenant au restaurant. C'est vraiment une médecine personnalisée. Alors, ça coûte cher, très cher, juste en respiratoire. Ils sont tous là, ceux qui vont apparaître sous peu. On parle de 6 milliards. C'est juste pour les biologiques en respiratoire. Tantôt, en fait, hier soir, je regardais ça, j'étais intéressé à voir ce que ça coûtait. En 2020, on dit que les 70 agents, c'est comme 125 milliards. C'est beaucoup d'argent. 1 milliard, on a une misère, vous et nous, à concevoir c'est quoi. J'aime beaucoup cette diapo qui nous représente c'est quoi 1 milliard de dollars. C'est quand même pas pire, hein? C'est 10 millions de billets de 100 $. C'est 12 palettes là, de billets de 100 $. Ça, c'est 1 milliard. Alors, c'est spectaculaire, encore une fois. Donc, c'est pour les asthmatiques sévères. Excellente référence pour vous qui veulent, qui veulent vraiment s'instruire sur le diagnostic, la prise en charge de l'asthme sévère. Encore une fois, Louis-Philippe est partout. Il fait partie du comité qui ont émis les lignes directrices sur l'asthme sévère. Et
C'est quand même 250 000 Canadiens. C'est 5 à 10 des asthmatiques. Ça coûte cher. C'est sûr que les molécules coûtent cher, mais ces molécules-là font en sorte que ces gens-là sont moins souvent hospitalisés, moins d'absentéisme au travail. Donc, il y a toutes des études pharmaco-économiques qui nous réassurent en disant, écoutez, ça coûte cher, mais on va sauver des coûts à l'État, à la société. C'est pour donc les traitements biologiques en général, c'est pour des gens avec un asthme sévère, donc des niveaux de traitement 4 ou 5. Il faut évidemment rechercher et traiter les comorbidités, la rhinite, le reflux, s'assurer que c'est vraiment de l'asthme, revenir à la base au diagnostic, les dysfonctions des cordes vocales. Il faut faire le tour. Il faut déposer le crayon, réfléchir avant de prescrire un biologique. Il faut référer un asthmologue de votre choix. Vous avez aussi un menu, j'imagine, pour référer vos patients. Et on doit préciser le phénotype. Mon asthme sévère, est-ce qu'il est éosinophilique? Est-ce que j'ai des éosinophiles au niveau de l'expecto-induite? Est-ce qu'au niveau de la prise de sang, j'ai 2 4 d'éosinophiles? On veut s'assurer que ce n'est pas un asthme sévère neutrophilique, puis on veut lui donner le meilleur traitement ciblé. Certains experts de renommée mondiale vont dire que ça n'existe pas l'asthme sévère. C'est juste des patients qui ne prennent pas leur pompe. Puis ça, vous le savez vraiment. La première cause d'asthme sévère, c'est la mauvaise observance. La deuxième cause, c'est la mauvaise observance. La troisième cause, en fait, les 10 premières causes, c'est la mauvaise observance. Ça veut dire qu'avant de tomber dans le piège de prescrire, il faut s'assurer que le patient est adhérent. Il faut appeler notre collègue pharmacien. Et je me suis fait tellement avoir comme un débutant dans les premières prescriptions de Xolair. C'est la pharmacienne de MRMQ qui disait, « Savez-vous, docteur Larrivée, votre patient a pris seulement 3 fois son CSI-BALA dans la dernière année. » Là, tu regardes ton patient dans les yeux, tu dis, « Bon. » Puis pourtant, j'avais déposé le crayon en lui demandant, vous prenez ça chaque jour, vous? Vous êtes bon, moi j'ai misère à prendre un antibiotique pour 7 jours. Alors, il faut toujours faire la lumière sur l'observance. Même les plus malades, quand ça va bien, ils vont arrêter leurs anti-asthmatiques. Ceci étant dit, il y a des gens quand même qui ont un asthme sévère, qui sont observants. Et ici, on illustre la fonction de l'omalizumab, du Xolair, qui vont aller neutraliser les IgE. Donc, on a des IgE spécifiques. Si je suis allergique aux chats, dans mon sang périphérique, j'ai des IgE contre les chats. Et l'idée, c'est qu'on veut éviter que ce complexe antigène allergène IgE se fixe sur nos mastocytes pour avoir des symptômes d'asthme. Donc, le Xolair va aller neutraliser, fixer les IgE pour éviter en fait qu'ils se fixent à leur tour sur les mastocytes et engendrer la cascade allergique. Donc, on connaît les indications pour les anti-IgE, donc un asthme modéré à sévère, des gens qui ont des IgE élevés. On peut aller même plus que 700, sky is the limit. En fait, même les gens avec des IgE très élevés, on a des bons résultats. Ça nous prend quand même une allergie aux allergènes apériodiques. On ne peut pas prendre ça juste pour le rhume des foins. Il faut que ce soit des allergènes parannuels. Il faut qu'ils soient compliants. C'est des gens qui exacerbent, c'est l'exacerbateur fréquent. Donc, l'asthmatique sévère, c'est quelqu'un qui, 2-3 fois par année, prend de la prénisone. Et, comme tous les biologiques, il faut se laisser un 4 à 6 mois avant de juger de l'efficacité. Puis, ça ne fonctionne pas, bien, c'est pas long qu'il faut l'arrêter parce que toutes ces thérapies-là coûtent entre 1 000 et 2 000 $ par mois. Alors, je calculais que juste en omalizumab, j'ai comme pour 1 million de prescriptions par année. Ça fait peur quand on pense à ça, sur les coûts engendrés dans le système de la santé. Et ça fonctionne bien, par contre. La qualité de vie de nos patients asthmatiques atopiques sévères est nettement améliorée parce que l'anti-IgE joue sur plusieurs paramètres, non seulement sur les IgE, mais en fait sur toute la cascade de l'inflammation allergique. Donc, ce que ça fait, on réduit, en fait, tous les biologiques, le but, c'est de réduire les crises d'asthme, réduire les exacerbations. Donc, ça fonctionne, on fait moins de crises d'asthme. Ça peut nous permettre de sevrer la prise de prénisone, diminution le possible des autres traitements d'entretien. Ça améliore la fonction respiratoire et, de façon ultime, le paramètre le plus important, ça améliore la qualité de vie des gens. Il y a d'autres indications. Vous le savez sans doute déjà. En fait, l'omalizumab fonctionne très bien dans l'urticaire chronique idiopathique parce que c'est une maladie auto-immune. Ce n'est pas une maladie allergique, l'urticaire chronique idiopathique. C'est une maladie auto-immune et on pense que l'interaction de l'omalizumab avec l'auto-anticorps fait en sorte qu'on atténue de façon spectaculaire le problème d'urticaire pour ces patients-là. Ça m'amène à vous parler maintenant, en fait, de l'éosinophilie. Pourquoi c'est important, les éosinophiles? C'est la cellule fétiche de l'asthme. On sait ça, en fait, des années 50, 60, les gens qui décédaient d'asthme, on voyait dans leur muqueuse bronchique que c'était bourré d'éosinophiles, une infiltration éosinophilique massive. C'est un peu le responsable de la destruction de l'épithélium, de l'inflammation, de l'enflure au niveau des bronches. Et
on voit là, une biopsie bronchique et toutes les petites billes noires qu'on voit dans la muqueuse, c'est une infiltration massive d'éosinophiles. C'est non seulement une jolie cellule, il y a tellement de chercheurs qui consacrent leur carrière. Dr Laviolette de Québec, en fait, a travaillé beaucoup sur l'éosinophiles et l'idée, c'était d'essayer d'interférer avec son infiltration. Et ça existe maintenant. Donc, l'interleukine 5, c'est le médiateur, le produit qui joue un rôle clé dans le recrutement, l'activation, la maturation, puis la survie des éosinophiles. On dit souvent, pourquoi un AS, ça répond aux stéroïdes inhalés? Je pense qu'on fait juste sortir le corticostéroïde inhalé, puis les éosinophiles tombent en apoptose. Boum, ils décèdent. Juste montrer, là, j'exagère, toujours exagéré quand on veut lancer un message, mais les éosinophiles répondent aux stéroïdes inhalés, alors que chez le fumeur, la bronchite chronique, c'est des neutrophiles. Ça, c'est résistant aux stéroïdes inhalés. C'est pour ça que les stéroïdes inhalés fonctionnent dans l'asthme et qu'on les garde vraiment en dernier recours dans la MPOC. C'est des bad guys, bon cop, bad cop. Ça, c'est vraiment... C'est d'actualité aussi, de ce temps-là, bad cop. Je vous dirais, donc, les éosinophiles sont proactifs dans la genèse de l'inflammation bronchique. Ça interagit, ça sécrète plein de produits toxiques pour la muqueuse bronchique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà parmi nous plusieurs agents biologiques, des anticorps monoclonaux, grâce à nos collègues Milstein, tantôt, et Kohler, qui ont découvert ça. Le MEPO est arrivé, le Nucala, le mépolizumab. Donc, maintenant, c'est ce quand un patient est très sévère, on va certainement être intéressé. Idéalement, on aimerait ça avoir une expecto-induite, de provoquer une expectoration, puis de regarder, est-ce que parce qu'on cherche toujours ce fameux marqueur de l'inflammation, est-ce que dans l'expecto, il y a une éosinophilie? Est-ce que c'est des neutrophiles? S'il y a plein de neutrophiles, c'est sans doute pas le bon médicament, mais c'est pas facile sur le plan pratique. Certains centres universitaires le font, fait la technique de l'expecto-induite, mais c'est moins pratique pour les cliniciens à chaque jour. Donc, on va regarder tout simplement la prise de sang. Je vous dis, on revient à la prise de sang, dans le fond. On va regarder est-ce que mon patient a une éosinophilie 2 %. On va regarder même en nombre absolu. Les critères, par exemple, pour le MEPO, si on a un asthme sévère, un patient observant, c'est que si une éosinophilie significative au niveau du sang périphérique, et c'est là que ça va être très intéressant pour les experts dans le domaine de définir, en fait, c'est quoi une éosinophilie significative? C'est-tu 150? Chez nous, ça marche avec, c'est 0,1, c'est-tu 0,15, c'est-tu 0,4? Donc, le nombre absolu, ou c'est-tu 2 %, 4 %? Donc, les critères de remboursement pourraient varier d'une molécule à l'autre selon les études cliniques qu'on a effectuées. Donc, ça joue à peu près là-dessus. On regarde, j'ai une éosinophilie très significative. Donc, on va administrer ces thérapies-là. On regarde le Nucala, le mépolizumab qui est déjà disponible au Québec. Donc, une injection aux 4 semaines, sous-cutanée. Il va y avoir des variations, je veux dire, des variables au niveau du mode d'administration. Le 5R, le reslizumab, est intraveineux, 3 mg par kilogramme. Et c'est sûr qu'on essaie beaucoup d'insister sur la facilité d'administration. Donc, le benralizumab, actuellement, on regarde, on participe à cette étude-là, avec un auto-injecteur pour faciliter la vie de nos patients, se l'injecter à la maison aux 4 semaines. Alors, ça, c'est parmi nous, c'est de plus en plus utilisé. Vous allez entendre parler de ça. C'est pour ça que je trouvais que c'était utile pour vous de vous sensibiliser à cette médecine personnalisée, les biologiques. Et, il va y avoir des variations dans l'efficacité sur certains paramètres, puis ça va être ouvert pour discussion, puis ça déborde le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais la majorité de ces produits-là réduisent le nombre de crises d'asthme, c'est l'objectif majeur, améliorent les symptômes, la fonction pulmonaire et réduisent de façon significative cette inflammation bronchique et éosinophilique. Ça ressemble à ça, le Nucala. Donc, je vous fais grâce des études cliniques, donc réduction du taux d'exacerbation, consulte à l'urgence, hospitalisation. Puis aussi, ça nous aide à... malheureusement, il y a un pourcentage de patients qui nécessitent une petite dose de prednisone, 5 mg, 7,5 mg d'IE, avec tous les effets métaboliques pathologiques des corticostéroïdes oraux, l'ostéoporose, le diabète, les cataractes, l'amincissement de la peau. Donc, c'est sûr qu'on souhaite pour ces... Et souvent, c'est des jeunes patients, des jeunes femmes de 25 ans, de 27 ans, des moins jeunes, et on veut éviter l'ostéoporose cortico-induite. Alors, on veut éviter la prednisone et les biologiques sont là pour ces gens-là. Pour le MEPO, il faut avoir 150 éosinophiles lorsqu'on fait la prise de sang au moment de faire la demande à l'RMQ. Ou,
300 EO durant les 12 derniers mois. Il y a un piège ici, c'est que moi, comme clinicien, je suis un peu frustré de ça, c'est que j'ai un bon pourcentage de mes patients qui sont déjà sous prednisone. Qui dit prednisone dit qu'il n'y a plus d'éosinophiles dans le sang périphérique. Donc, je vais être obligé de justifier largement auprès des organismes, auprès de la RAMQ, de dire, bien, il n'y a pas d'éosinophilie, mais voici pourquoi. C'est parce qu'il prend de la prednisone, mais je le veux vraiment, ce médicament-là. Pour ça. Alors, il y a toute, je donne une discussion avec l'INES pour les critères de remboursement. Le meilleur reste à venir, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Le Reslizumab, Catherine Lemierre, en fait, quand je dis que les Québécois sont chefs de file, Catherine Lemierre de Sacré-Cœur a participé à l'étude sur le Reslizumab pour l'asthme éosinophilique sévère. Alors, encore une fois, des résultats très intéressants. En fait, le Benralizumab, ce sera, je pense pas, c'est AstraZeneca. Cette fois-ci, la particularité, c'est qu'on n'attaque pas l'interleukine 5, mais le récepteur de l'interleukine 5. Alors, qui est une stratégie différente, puis ça va être intéressant justement de pouvoir mettre côte à côte, de comparer l'efficacité des différents produits. Il y en a plein d'autres qui arrivent, et pauvre vous, la liste va s'amplifier. À chaque semaine, il y a des nouveaux articles sur les biologiques dans l'asthme. On fait l'étude actuellement sur le dupilumab. C'est rusé. On attaque 2 cytokines, l'IL-4 et l'IL-13. C'est très efficace à réduire, encore une fois, les exacerbations. Louis-Philippe, quand je dis encore une fois chef de file, Louis-Philippe a publié dans le New England avec un anti-TSLP. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça mange, cette histoire-là, un TSLP? C'est un peu la cytokine qui est poussée encore plus à la base de la réponse allergique, impliquée, entre autres, dans la... Il y a une autre cellule qu'on appelle la cellule dendritique, c'est elle, en fait, qui va développer la réponse allergénique. Alors, on s'aperçoit que ça fonctionne également. Dupilumab, on en a parlé. Il y a toute une technologie qu'on parle d'anticorps bispécifiques. Donc, on peut faire un anticorps qui attaquerait une injection, mais... Parce que là, tout de suite, je vois dans vos têtes que... Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu mettre le Xolair avec le mépolizumab en même temps? On n'en est pas là encore. On va essayer d'identifier la stratégie, de commencer par un et de voir par la suite, d'alterner si jamais c'est un asthme éosinophilique, les deux, l'omalizumab et le mépo, pourraient être efficaces. Mais avouez que ce serait intéressant d'avoir une injection, mais deux cibles thérapeutiques, ça s'en vient. Puis, comme je vous disais, il y a du chevauchement. Il va y avoir des discussions. Qu'est-ce qu'on fait avec un asthme allergique éosinophilique? Est-ce qu'on commence par l'OMA ou on y va avec les anti-L5? Alors, les experts sont encore en train de débattre sur le sujet. Ça m'amène à parler de la MPOC rapidement. Je l'ai dit tantôt, à droite, c'est le neutrophile, donc ce n'est pas la même maladie du tout. La grosse mode, c'est le syndrome de chevauchement. Ça aussi, vous attendez parler. C'était les sujets que je voulais traiter avec vous concernant la MPOC, le fameux ACOS, le syndrome de chevauchement, asthme, MPOC. Et l'ACOS, en fait, en anglais, le Asthma and COPD Overlap Syndrome, ou le SCAM en français, syndrome de chevauchement, asthme, MPOC, a toujours existé. C'est un vieux diagramme que j'avais quand j'étais étudiant en médecine, où on voyait que la MPOC pouvait également coexister avec l'interaction des trois ensemble avec l'asthme. Maintenant, on essaie d'avoir une définition opérationnelle sur le syndrome de chevauchement. Il y a beaucoup de confusion sur le sujet actuellement. Et c'est qui les syndromes de chevauchement? Mais c'est des gens qui sont MPOC, puis ils ont une composante d'asthme également. On pense que c'est peut-être 15 à 25 de nos patients. C'est les gens qui exacerbent fréquemment, les gens qui sont souvent à l'urgence, au sans rendez-vous. Et on gratte pour les identifier. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille? Bien, c'est des gens qui, oui, sont fumeurs, oui, ils ont une MPOC, mais ils ont aussi des antécédents d'asthme, d'atopie. Peut-être la présence d'une éosinophilie sanguine significative. C'est pour ça que même chez nos MPOC, maintenant, on fait une prise de sang, puis si les éosinophiles à 5 on peut dire, bien, y a-t-il une composante d'asthme, ce patient-là également? Les gens qui ont beaucoup de réversibilité, un MPOC, une grosse réversibilité. Tout ça, c'est discutable actuellement, c'est en grosse discussion, mais on essaie de mieux l'identifier. Mais on sait que c'est des patients plus malades qui exacerbent fréquemment, qui consomment les soins de santé et qui ont une mortalité également plus accrue. C'est tellement important que, puis ça pour vous, éducateurs, bien, maintenant, ça aussi, c'est ahurissant, les codes de prescription. J'ai une misère, le RE 140, il s'est rendu le 172. Le 172, en fait, c'est lorsqu'on veut prescrire un stéroïde inhalé chez le MPOC. On sait maintenant en 2016 que la MPOC, c'est une maladie où on va privilégier un traitement bronchodilatateur optimal, ACLA, avec ou sans BALA, ACLA-BALA, et qu'on va garder un peu comme les Smarties, les rouges pour la fin, on garde les stéroïdes pour la fin. Dans la MPOC, il faut retenir ça, on garde les rouges pour la fin. Donc, on va privilégier l'utilisation. Alors, le patient, pour avoir son remboursement,
si on décide de mettre du Symbicort, de l'Advair ou du Breo Ellipta dans la MPOC, si on met le RE 172, ça veut dire que le médecin a réfléchi. C'est des gens qui exacerbent fréquemment, plus que 2 fois par année, ou qui ont exacerbé, mais vraiment sévère, résultant en une hospite, ou des gens qui ont une composante d'asthme. Puis ça, on trouve ça, des gens qui sont très atopiques, qui ont encore une fois les éosinophiles ou qui ont une grosse réversibilité. Ceci étant dit, puis je vais passer vite là-dessus parce que c'est juste pour vous dire que j'avais préparé ça la semaine dernière, puis hier soir, je regardais s'il y avait des nouvelles publications, puis en dedans d'une semaine, je pense qu'il y en avait 12 sur le sujet. Et c'est pour vous dire que la tendance, c'est qu'un MPOC qui a une grosse éosinophilie, puis le seuil, souvent on dit, bien, MPOC qui a 2 et plus d'éosinophilie dans son sang périphérique, 150 cellules, on pourrait peut-être dire que ce patient-là va répondre aux stéroïdes inhalés. Puis on prend le sang périphérique parce qu'on pense qu'un seuil de 2 ça reflète qu'il y en a aussi au niveau bronchique. On a appris beaucoup dans les dernières années sur des cohortes de patients d'MPOC, puis on s'aperçoit en fait que pratiquement 40 des MPOC ont des éosinophiles en haut de 2 Ce qui est troublant, c'est que nous tous, si on fait une prise de sang, il y a peut-être 30 aussi qu'on a une éosinophilie en haut de 2 Ça, c'est venu nous ébranler aussi en termes de sensibilité et spécificité de tout ça. L'étude FLAME qui a apparu cette année a aussi démontré, parce que là-dedans, on regardait également les éosinophiles. Alors, l'étude a témoigné qu'une association à CLA-BALA semblait supérieure au BALA-CSI sur le taux annuel d'exacerbation, une réduction de 11 par rapport au BALA-CSI, et les sévères, c'était 17 Puis ce qui était troublant, c'est que ça, c'était indépendant de l'éosinophilie du patient au départ. Alors, on est content de l'identifier, l'éosinophilie, mais là, on nous dit ici que, quelle que soit l'éosinophilie, la CLA-BALA était supérieure dans la réduction des exacerbations. Alors, on est un peu en état de choc, c'est troublant. Ça fait que les experts discutent. Tout récemment encore, on s'aperçoit, vous savez, l'étude Wisdom qui avait été publiée sur le sevrage des stéroïdes inhalés chez un patient avec MPOC. On disait, bien, il n'y a pas beaucoup d'exacerbations sévères. Il ne faut pas trop s'inquiéter s'ils ne sont pas asthmatiques, bien entendu. Là. Alors, ici, cette étude-là, on pense qu'un seuil, peut-être que les gens on peut mettre ça à l'envers, les gens qui ont une grosse éosinophilie sur le sang périphérique, plus que 4 il faudrait être prudent, peut-être que ces gens-là sont peut-être un ACOS, un syndrome de chevauchement ou asthmatique, et il y aurait des risques de sevrer les stéroïdes chez ces patients porteurs d'une MPOC. Et il y a aussi toute une science, je vous dirais, qui vient d'apparaître, que peut-être les patients MPOC, vous savez, tout le chapitre de la prise des stéroïdes inhalés et les pneumonies chez les MPOC. Donc, on s'aperçoit qu'il y a peut-être également un message qui dit que les gens qui ont moins d'éosinophiles dans leur sang périphérique, les MPOC, peut-être ces gens-là qui ont plus d'événements de pneumonie. Alors, le dossier est tellement chaud, comme je vous dis, à chaque soir, si on s'amuse à faire une recherche de littérature, il y a 2-3 papiers sur le sujet. Donc, on pourrait présenter, en fait, faire un week-end de conférences juste sur les éosinophiles et la MPOC. Alors, les fameuses EA-MPOC, et il me reste je vais être dans le temps, ça perturbe la qualité de vie de nos patients. On se bat pour prévenir les crises pulmonaires. J'aime beaucoup la crise pulmonaire parce que c'est sûr que la pneumologie, ça a toujours été moins glamour que la cardiologie, la fameuse crise cardiaque. Il a fait un infarctus, un homme d'affaires très occupé, il est stressé, on le comprend, il vit beaucoup de stress, il a fait un infarctus, mais à MPOC, bien, il a fumé. Donc, tant pis pour lui, c'est quasiment ce que les gens se disent. Alors, c'est triste parce que l'impact d'une crise pulmonaire ou d'une hospitalisation pour MPOC, ça a des conséquences désastreuses. Non seulement, évidemment, ça réduit la qualité de vie du patient, ça participe à un déclin plus accéléré du VMS, mortalité accrue, puis ça coûte énormément. Le fardeau, je dirais, économique des hospitalisations reliées à la MPOC, aux crises pulmonaires, est énorme. Et ça, comme éducateur, vous voyez souvent qu'un patient qui a été hospitalisé va vous dire, vous savez, j'ai été hospitalisé au mois de mai, puis je ne suis jamais revenu comme j'étais avant. On descend d'un palier d'escalier à chaque fois. Au moins, c'est un palier d'exercice. Alors, leur fonction voit se détériorer d'exacerbation en exacerbation. Ça coûte cher. Il y a un risque de décéder. Juste à Sherbrooke, 840 hospitalisations par année pour la EA-MPOC. On dit souvent, une hospite, 10 000 10 jours. Quand tu jasses avec le DSP, ça fait 8 millions par année, juste pour la MPOC au CHU seulement. C'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme. Et quand on regarde, quand tu es hospitalisé, c'est comme dans Genestable. Si tu fais rien, les gens vont mourir d'un infarctus, mais un MPOC qui est hospitalisé, bien, chez nous, il y avait 12 de mortalité un an, 32 de réadmission. C'est des gens qui sont toujours, on les connaît par cœur, ils font partie de notre famille à l'étage, vous les connaissez, ils sont toujours là avec nous.
Et ils sont réadmis, ces gens-là. Et on rêverait de mieux connaître leur phénotype à eux aussi. C'est qui les gens qui sont réadmis sans cesse? Alors, est-ce qu'ils ressemblent à ça? Sans doute. Mais on voudrait les phénotyper. On a fait notre petite contribution modeste. En fait, Simon, qui est devant moi, va présenter ça vendredi à la journée du réseau. Une étude qui a démontré, en fait, que la prise de sang, quand le patient arrive à l'urgence, évidemment, s'il n'est pas pris de prédnisone dans les 48 heures précédant la consultation, on s'aperçoit que la présence, nous aussi, on contribue au monde de l'éosinophiles, que la présence d'un éosinophilie supérieure à 2 est prédicteur de réhospitalisation. Donc, on sait que ce patient-là, par rapport à quelqu'un qui n'est pas éosinophilique, qui va être réhospitalisé. En fait, le rapport de Cotte, le risque, quand tu as une éosinophilie périphérique, plus que 2 les risques d'être réhospitalisé sont pratiquement 4 fois plus élevés que quelqu'un, un MPOC non éosinophilique. Donc, et déjà, dans mes courriels d'hier soir, je voyais qu'on a déjà des commentaires à l'éditeur sur le papier parce que le monde entier travaille là-dessus. Puis on a eu des questions, des répliques intéressantes. Alors, on change de la biologie, les télésoins. Je sais que ça existait déjà dans la région de Montréal, chapeauté, je crois, par Maisonneuve-Rosemont. Nous aussi, l'an dernier, au CHS, en fait, dans la région de l'Estrie, on a implanté les télésoins à domicile. Les patients adorent. C'est quoi les télésoins? C'est bien simple. Le patient est relié à un gestionnaire de suivi, soit par son portable ou par une tablette. Et à chaque jour, en fait, il répond à un questionnaire. On veut l'aider à identifier, à voir c'est quoi ces facteurs déclenchants, identifier une exacerbation de ce MPOC et également des capsules éducatives. Et il y a une action quand le patient se détériore, il y a une conversation, puis on va communiquer avec le patient pour lui dire c'est le temps de commencer votre plan d'action, vos antibiotiques, votre prédnisone, si c'est indiqué. Et bref, donc, la pédagogie demeure vraiment la pierre angulaire du traitement de l'asthme et de la MPOC. Puis c'est bien de constater qu'il y a plein de stratégies comme ça. Il faut se mettre à jour. Donc, en 2016, c'est avec les portables, les tablettes. Puis j'avais des préjugés au début. C'est un patient MPOC de 82 ans en télésoins avec une tablette, mais tout le monde a un index pour vraiment faire fonctionner la tablette, puis ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, sauf d'être capable de se brancher à un réseau Internet. Alors, c'est sûr que le but était de responsabiliser le patient sur l'autoprise en charge de sa maladie. C'est une façon complémentaire, en fait, de faire de l'éducation et comme je disais tantôt, d'interagir, d'intervenir rapidement. Pour nos administrateurs, c'est de réduire le nombre de visites à l'urgence puis le nombre d'hospitalisations. Gaétan Barrette est venu voir comment on faisait ça à Sherbrooke il y a un mois. Et donc, il y avait le plan de l'exporter dans le reste du Québec, au Canada, de façon internationale. On verra ce qui arrivera. Je suis vraiment content parce que, absolument, j'ai le mauvais défaut de ne pas respecter le temps qui m'est... mais j'avoue que j'ai été rusé en disant, je vais m'en tenir à la médecine personnalisée parce que je pense que c'était vraiment important pour vous. Puis j'ai dit, mes collègues seront là pour parler des nouveautés dans chacun de leurs domaines respectifs. Alors, encore une fois, ça me fait un grand plaisir. Et je crois vraiment, comme je disais tantôt, à l'éducation dans les maladies pulmonaires, à votre rôle important. Et c'est pour ça que ça nous fait plaisir de venir partager les nouveautés récentes avec vous à ce congrès annuel. Et notre ami ici, c'est la capsule que c'est le temps de la vaccination. On est très impliqué dans la vaccination. Il a l'air vraiment malade. Alors, le vaccin pour la grippe, le Prévenor, le vaccin pour le pneumocoque, c'est à vous aussi de sensibiliser la population. Vous jouez un rôle déterminant là-dedans et je vous en remercie. Merci de votre attention, vraiment.